On va pouvoir démarrer donc ce webinaire sur le NVH des e-powertrain, donc ce qu'on appelle les e-powertrain, hein, c'est l'appellation un peu générale de système de moteur engrenage. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire d'introduction au sujet. Comme le disait Nicolas, il y aura d'autres webinaires qui iront plus en détail dans les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui. Donc le programme du jour, on va parler un peu des challenges liés au design de ce type de système. Ensuite, j'irai quelques mots sur l'organisation projet. Et puis, on finira la séance avec un état de l'art des méthodes numériques et expérimentales que nous avons à notre disposition pour gérer ce type de projet. Donc au niveau des enjeux, alors je ne vais pas vous les donner comme ça brutalement, on va les découvrir ensemble à partir d'un petit chemin que je vous ai préparé. Alors tout d'abord, la plupart de ces machines dont on est en train de parler là, c'est des machines rotatives et ça va amener quelques particularités en termes d'acoustique et de vibration. Donc j'ai pris l'exemple d'une éolienne. Alors là, ce qui va nous intéresser, ça va pas être le moteur électrique ou la génératrice électrique qui est dans l'éolienne, ça va plutôt être les pales. Et donc si vous vous imaginez au pied d'une éolienne comme celle-là, à chaque fois que la pale va passer devant le mât, il va se produire une interaction aérolique entre le mât et les pales, et vous allez avoir un bruit qui va être émis, que vous allez pouvoir percevoir. Et étant donné que cette éolienne a trois pales, vous allez percevoir 3 événements par tour d'éolienne. Et c'est ça qui va être la caractéristique, la signature de l'éolienne. Donc, par exemple, si je prends ce cas-là, et donc du coup, on va cette signature, donc on va avoir un phénomène qui va être acoustique, qui va être à 3 fois la fréquence de rotation de l'éolienne, et c'est ce qu'on va appeler, nous, un ordre. Et là, on aura donc un ordre 3, le phénomène sera un ordre 3 de la fréquence de rotation. Ça, c'était en guise d'introduction. Si on regarde maintenant ce qui se passe côté gears, côté engrenage, donc on a des systèmes en rotation également, qui possèdent un certain nombre de dents. Et cette fois-ci, l'interaction, elle n'est pas aérolique ou aérodynamique, elle est physique. C'est-à-dire que les dents vont être en contact. Par contre, ce contact, si on regarde d'un peu plus près, ça va être un contact fluctuant. Et donc, de la même façon, on va avoir une excitation qui va être liée au nombre de dents, une fluctuation d'effort qui va être liée au nombre de dents du système. Par exemple, ici, on a une roue menante qui a 31 dents, et donc on va se retrouver avec un phénomène acoustique majoritaire qui va être à 31 fois la fréquence de rotation de la roue menante. Côté moteur, si on garde toujours le même parallèle, ça va être la même chose. Un moteur, là vous en avez une vue simplifiée, hein. On va retrouver des encoches dans lesquelles on va mettre des bobines. On a également une partie tournante, hein, qui va être le rotor, bien évidemment. Et ces deux éléments, ils vont interagir, donc, non pas par cette fois-ci de l'aérolique, ni par du contact direct, mais par du flux magnétique. Le lien qu'il va y avoir entre ces deux éléments, ça va être du flux magnétique. Et de la même façon, la rotation va amener une variation du flux magnétique, donc une variation des efforts, donc une excitation. Donc là, par exemple, si je prends cette machine, je vais avoir 12 encoches sur le stator, ça va me créer 12 événements par tour, donc un ordre 12 de rotation. La plupart du temps, sur les machines également qu'on utilise, on fait de la variation de vitesse. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a des contributions acoustiques qui sont liées à la fréquence de rotation, proportionnelles à la fréquence de rotation. Et bien sûr, quand la vitesse du système va évoluer, on va balayer une plage de fréquence assez large. Donc ça, je vais l'illustrer avec quelques exemples classiques qu'on a pu nous traiter, par exemple, dans nos projets.
Donc j'ai pris un actuateur électrique, le premier, là, le e-actuator, qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes, qu'on va pouvoir retrouver en robotique, en automobile, dans beaucoup de domaines. Ça, c'est des systèmes assez simples qui vont avoir des vitesses de rotation jusqu'à 5000 tours. Et quand on regarde les contributions fréquentielles là, sur notre échelle des fréquences, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir atteindre des contributions vibratoires et acoustiques jusqu'à 5000 Hz, par exemple. Si on prend un autre exemple, le powertrain électrique, donc ça, c'est des choses qui sont déjà déployées sur des applications et qui sont en croissance. C'est des machines, moteurs réducteurs qui tournent jusqu'à 12, 15 000 tours parfois même. Et là, en fonction du nombre, de la topologie de la machine, on va balayer des plages de fréquences un peu plus larges qui vont pouvoir aller jusqu'à 10 kHz. Et puis, dernière application un peu plus extrême, qu'on rencontre notamment dans les domaines où on travaille avec de l'air, soit pour le comprimer, par exemple. Et là, on peut avoir des systèmes avec des vitesses de rotation de l'ordre de 100 000 tours par minute. Donc je pense vous avez ça dans les aspirateurs d'une célèbre marque anglaise. Vous aurez peut-être ça aussi demain sur les futurs avions électriques. On entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc des très hautes vitesses de rotation. Et là, pareil, en fonction de la typologie de la machine, on va avoir potentiellement de l'énergie vibratoire et acoustique jusqu'à des très hautes fréquences. Sur ce cas-là, on peut avoir des choses jusqu'à 20 kHz. Donc, deux choses à retenir, c'est que la typologie de la machine va définir de manière qualitative sa signature. Et ça, c'est un premier point dans le design, le nombre de dents que vous allez mettre sur votre système d'engrenage, le nombre de pôles que vous allez mettre dans votre machine, le nombre d'encoches que vous allez mettre dans votre stator, va définir de manière qualitative la signature de la machine. Et puis on voit également qu'on va travailler sur des bandes de fréquences assez larges, notamment si on fait de la variation de vitesse. Donc ça, c'est notre premier challenge qu'on vient de découvrir, c'est cette partie haute fréquence, et puis aussi de définir une topologie qui soit en accord avec nos objectifs acoustiques, sans oublier bien sûr toutes les autres contraintes. C'est pas seulement l'acoustique qui va définir la machine. Donc ça, c'est pour la partie qualitative. Qu'en est-il du quantitatif? Ou autrement dit, quelles vont être les différences entre une machine, on va dire, silencieuse et une machine bruyante? Il y a deux paramètres. Le premier, c'est l'amplitude de l'excitation. Donc en effet, une structure, un carter de machine, si on vient l'exciter avec une excitation de grande amplitude, on va avoir des forts niveaux vibratoires ou des forts niveaux acoustiques. Et puis, le deuxième paramètre, ça va être bien sûr le comportement dynamique de la structure. On le sait, une structure, quand elle est excitée par un effort, si on excite cette structure à une fréquence à laquelle la structure a envie de vibrer, donc ce qu'on appelle une fréquence propre, on peut avoir des phénomènes de résonance et donc également des forts niveaux vibratoires. Alors, si je regarde l'amplitude de l'excitation, on parlera de la structure tout à l'heure, par quoi elle est pilotée dans une machine électrique ou dans un système d'engrenage? Et bien finalement, elle va être pilotée par la forme des parties actives. Donc, pour les gears, ça va se traduire par la géométrie des profils de denture, macro et micro-géométrie. Et puis, pour le moteur électrique, ça va se définir en partie par la géométrie des encoches, des pôles. Et c'est ça qui va vraiment piloter l'amplitude de nos fameux ordres, de notre fameuse signature en termes de citation. Alors pour les gears, pour les engrenages, pardon, on va être de l'ordre sur ces micro-géométries, de l'ordre du micromètre. On va travailler sur ces ordres de grandeur-là. Et puis pour les moteurs, on va être plutôt dans l'ordre du dixième de millimètre, un petit peu moins même. Donc, quel est le challenge associé à ces remarques?
eh ben, c'est l'intégration de ces contraintes géométriques dans un processus de fabrication et d'assemblage qui va avoir qui va être associé à des tolérances. Donc ça, c'est un vrai challenge et c'est des choses qu'on voit beaucoup sur des projets industriels. Et c'est notamment ce genre de choses qui va être responsable de la dispersion dans une population de produits. C'est des choses qu'on voit beaucoup sur de la moyenne grande série. On va se retrouver en fin de chaîne avec des produits dispersés de 10 à 12 dB parfois en termes de niveau vibratoire ou d'acoustique. Eh bien, la plupart du temps, c'est des choses qu'on va pouvoir associer à une maîtrise insuffisante des dispersions de fabrication et d'assemblage. Maintenant, si on regarde la partie amplification par la structure, qui est notre deuxième point, donc on l'a dit, hein, la structure peut amplifier l'excitation, et du coup, pour anticiper ces phénomènes-là, il faut connaître le comportement dynamique de la structure. Alors si on la regarde, par exemple, alors là j'ai pris l'exemple d'un moteur électrique, hein, si je regarde ça d'un peu loin, je vois que j'ai de l'acier, je vois que j'ai du cuivre. Ça m'a l'air assez simple d'un premier abord, et puis si je zoome un peu sur vraiment ce que contient ce stator là, bah, finalement je vais me rendre compte que l'acier, bah, ça va pas être une structure homogène. On a des couches là qui vont être séparées d'ailleurs par des isolants. Si je regarde la partie cuivre, bah, je me rends compte que c'est pas tout à fait que du cuivre. Il y a des fils de cuivre ou des barreaux de cuivre avec de la résine. Je vois également que j'ai une cale d'encoche là avec une partie euh, fibre et résine. Donc ça va donner des structures mécaniques quand même assez complexes. Et ça va être un vrai challenge d'en comprendre le comportement mécanique et dynamique. Donc ça sera notre challenge numéro 3 sur ce type de structure. D'autant plus que, on l'a vu, hein, il va falloir être capable d'anticiper le comportement de ce type de structure à très haute fréquence, hein, plusieurs kilohertz, donc ça va rendre encore plus difficile la tâche. Et puis vous imaginez bien que ce genre de machine, bah, ça va chauffer, donc le comportement de ces matériaux et de ces assemblages va également changer en fonction de la température. Et puis, il n'y a pas que l'acoustique non plus à gérer sur ce type de projet. Hein, comme je le disais, hein, on ne va pas choisir la typologie ou la géométrie d'une machine uniquement sur des critères acoustiques. Donc il va y avoir d'autres performances à regarder. Alors j'ai mis quelques exemples là, qui sont assez simples, hein, par exemple sur les systèmes d'engrenage. Quand vous allez définir des micro-géométries et des macro-géométries dedans, eh bien, ça va avoir un impact sur la distribution de la charge sur ces mêmes dents. Et donc, du coup, bah, on va regarder aussi l'influence que ça va avoir sur l'usure et sur la fiabilité du système d'engrenage. Idem côté moteur, je peux très bien dessiner des formes de pôles ou de dents pour soigner l'acoustique de ma machine. Par contre, vos collègues côté performance vont aussi s'assurer que ces designs-là n'ont pas d'influence sur les spécifications, notamment la performance, par exemple le couple, en fonction du régime. Donc là, on voit par exemple que deux designs de machines ne donnent pas tout à fait les mêmes performances, donc le même couple, en fonction du régime. Et puis après, il y a des problématiques un peu plus complexes encore, où là, on va se retrouver sur du couplage entre le comportement du moteur, le comportement de l'engrenage, et puis également la charge qui est associée au système. J'ai traduit ça en quelques questions. Par exemple, quelle est l'influence de la pulsation de couple sur le bruit de sirénement du système d'engrenage? Quelle va être l'influence également de la charge qu'on va appliquer sur ce système-là, sur le contact entre les dents. Donc là, vous en avez un exemple. C'est un exemple de pompe hein, qui utilise des lobes, en fait, ici.
Donc ça impose une charge très fluctuante en fonction de la rotation. Et ça, c'est pas neutre sur le comportement dynamique de l'engrenage et du moteur. Et donc là, il va falloir construire des modèles complets du système pour en prédire le comportement dynamique. Il va falloir modéliser la partie compresseur, la partie gear et puis la partie moteur. Et ça sera notre challenge numéro 4, qui est la nécessité d'avoir des approches multiphysiques sur ce type de système. Et puis, ce système, une fois qu'il est, conçu, vous n'allez pas le laisser dans le showroom de votre siège. Vous allez devoir le vendre ou l'assembler avec une structure réceptrice. Voilà, un moteur électrique, un powertrain électrique, on va devoir le mettre dans une voiture, on peut avoir à le mettre dans un avion, sur un exosquelette. Voilà, on peut imaginer tout type d'application. Et là vont se poser les questions d'intégration de ce système motoréducteur à la structure réceptrice ou au système récepteur. Et donc là, pareil, il y a tout un tas de travail à réaliser là-dessus. En premier lieu, avant de parler de la structure réceptrice, il faut déjà bien connaître son système en termes d'excitation. Donc autrement dit, quel bruit il va rayonner, quelle puissance acoustique il va rayonner, quels efforts il va injecter dans ma structure, donc les amplitudes, les fréquences. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est bien sûr de connaître le comportement dynamique de la structure qui va accueillir votre système. Et puis, une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez commencer à réfléchir à la façon dont vous allez dessiner vos interfaces, ici, entre le système et la structure. On va se poser des questions, bien sûr, de géométrie, de raideur, ce genre de choses. Et là, je donnerai juste un exemple assez simple là-dessus. C'est par exemple en automobile, pendant des années, on a fait des intégrations de moteurs thermiques dans des véhicules avec des problématiques et des excitations plutôt basse fréquence. Donc on utilise généralement ce qu'on appelle des cylinder blocks, qui sont des plots élastomères pour réaliser le découplage du moteur par rapport à la caisse. Donc sur les powertrain thermique, on avait des considérations à quelques centaines de hertz. Aujourd'hui, sur des powertrains électriques, on a des excitations beaucoup plus hautes en fréquence, et donc il faut s'intéresser au comportement de ces éléments jusqu'à parfois 1000-1500 hertz, ce qui est un vrai challenge. Voilà. Et ce sera d'ailleurs notre challenge numéro 5 sur les powertrains électriques, c'est l'intégration de ces systèmes-là dans leur application finale. Donc ça fera l'objet d'un webinar complet, qui sera notre dernier webinar de la série, le webinar numéro 5. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation des challenges. Je les ai résumés ici, donc si on les rebalaye tranquillement, donc il y a l'aspect large spectre fréquentiel, il y a la partie définition de la topologie de la machine, qui est très très important. Ensuite, il y a l'aspect process fabrication. On a vu que la différence entre un powertrain silencieux et un powertrain bruyant, des fois ça joue à quelques dixièmes de millimètre, donc ça veut dire que dans un process industriel, il faut être capable de maîtriser ça et d'avoir les outils pour le faire. Le troisième challenge, c'est la modélisation de structures assez complexes. Et on peut y ajouter et lier le challenge numéro 4, qui est de l'approche multiphysique. Donc là, on va aller vers du modèle un peu plus complexe pour prédire le comportement de ce genre de système. Et puis le dernier, c'est l'intégration du système dans son application finale. Quelques mots sur le management de projet. Là, c'est plus un message général. Je ne vais pas rentrer dans l'organisation de vos entités respectives, mais c'est basé sur notre expérience, sur ce qu'on a pu observer ces dernières années. Vous connaissez tous le
le cycle en V, je suppose, hein, on part des attentes clients pour ensuite déployer ça en termes de spécifications sur des sous-ensembles, puis après sur des composants. Et ensuite, on peut dessiner et fabriquer le système correspondant à ces spécifications. Et puis, dans la branche remontante, on valide étape par étape également le système qu'on a fabriqué pour voir s'il est conforme aux spécifications qu'on a éditées dans la branche descendante. Donc la plupart du temps, ce qu'on a vu nous, en tout cas, c'est que l'acoustique et la vibration, c'est un peu le parent pauvre, en général, sur ce genre de sujet. Et souvent, on se rend compte d'écarts par rapport aux spécifications très tard dans le projet. Et donc là, ça devient bien sûr très difficile de changer les choses. Donc déjà, il faut faire un diagnostic pour comprendre ce qui se passe, et puis après, essayer de trouver des solutions de design qui permettent de résoudre le problème. Souvent, c'est des solutions coûteuses, avec également des retards. Ça peut se traduire par exemple par l'ajout d'un amortissant, par l'ajout d'un traitement acoustique, ce genre de choses. Donc quelque chose qui a du coût, qui a aussi de la masse. Nous, ce qu'on a pu déployer là ces derniers temps et qui est intéressant et faisable sur les powertrains électriques, c'est d'avoir une approche un peu plus forte et un peu plus centrée sur la partie spécification et design et intégrer le NVH dès cet instant-là. Donc ça passe par avoir des spécifications sur le NVH dans la phase de spécification. Ensuite, on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, réfléchir à des approches multiphysiques pour à la fois gérer le problème de performance et le problème d'acoustique en même temps, parce qu'ils sont très liés. Et ça permet de raccourcir les temps de conception, et puis surtout que le premier spécimen ou le premier prototype qui sorte pour validation soit déjà plutôt bon et pour lequel l'acoustique a déjà été considérée. Donc voilà, là c'est une sensibilisation assez générale. Si je devais résumer ce petit discours, c'est prenez les problèmes d'acoustique et vibration sur les systèmes moteur-gear au plus tôt dans la conception. Si vous les prenez au moment de la validation, ce sera beaucoup trop tard. Et du coup, ça fait le pont avec ce que je voulais vous présenter pour terminer ce webinaire. Ce sont les outils que nous avons à disposition pour traiter ces sujets-là. Alors, je vais passer assez rapidement, mais c'est des choses qui sont redéployées dans les autres webinaires qui arrivent. Je vais commencer par les méthodes numériques, et puis je dirai quelques mots également sur les méthodes expérimentales. Juste un petit rappel sur le processus de génération de bruit et vibration classique. Donc, pour qu'une structure vibre, pour qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait une excitation qui va se caractériser par une amplitude, une fréquence, également un point d'application ou plusieurs points d'application. J'ai pris l'exemple de la poutre, un grand classique. Ensuite, il faut que je connaisse le comportement propre de la structure, donc ses fréquences propres, également ses déformés modales, éventuellement les propriétés d'amortissement également de la structure. Voilà. Et puis une fois qu'on a ces deux éléments-là et qu'on en fait la combinaison, ça nous donne la réponse opérationnelle du système. On peut traduire sous forme de tout un tas d'indicateurs qui peuvent être le bruit, la vibration, des efforts également. Voilà. Alors maintenant, si je fais coller ça à mes systèmes gear, donc dans les engrenages, l'excitation, ça va être l'erreur de transmission, qui correspond à quelque chose qui va fluctuer en fonction de la position relative des roues de mon engrenage. Alors il y a beaucoup de soft et de logiciels qui font ça aujourd'hui et qui sont disponibles sur les marchés. Alors nous, on n'est pas vendeur de soft, on est plutôt vendeur de savoir-faire, donc je vais plutôt insister sur ces points-là
dans ce chapitre. Et les points clés là pour réaliser un calcul d'erreur transmission, bah, ça va être d'avoir des données précises sur les microgéométries qui sont utilisées ou qui sont possibles. Ça va être également de prendre en compte l'erreur, pardon, pas l'erreur statique, la déflexion statique du carter, hein, qui est d'ordre 1 également sur la position relative des roues et donc sur l'erreur de transmission. Et puis, il faudra aussi avoir des règles de modélisation, typiquement des conditions limites, des raideurs de roulement, ce genre de choses. Donc là, il y a un vrai travail sur cette partie-là. Ensuite, pour la partie comportement propre d'un réducteur, bon, on peut avoir des approches assez classiques là, de modèle élément fini, comme on peut faire sur d'autres applications. Il va y avoir potentiellement des différences sur les méthodes de résolution. On trouve deux types de résolution, des résolutions temporelles et puis des résolutions fréquentielles. Donc, bon, vous en connaissez les avantages et les inconvénients. La résolution temporelle va pas être très rapide. Voilà, la résolution fréquentielle va faire appel à des hypothèses, mais elle va permettre d'aller plus vite. Voilà, donc ça c'est assez classique dans nos métiers. Et après, ce qu'on peut attendre en termes de résultats, bon là vous avez quelques exemples de comparaison calcul-mesure sur un système d'engrenage. Globalement, aujourd'hui, on arrive à avoir des tendances qui sont bonnes, c'est-à-dire comparer, par exemple, différents designs, c'est tout à fait possible. Après, quand on va vraiment dans la comparaison de calcul-mesure, c'est-à-dire avoir un calcul représentatif, là, il faut être assez prudent sur les systèmes d'engrenage. Ce qu'on observe, c'est qu'en général, quand on est à plus ou moins 5 dB, enfin, en tout cas, on a 95% de nos résultats qui sont dans cet intervalle de tolérance. C'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Côté moteur, si on déploie la même démarche, donc l'excitation, ben, c'est la pression de Maxwell. Ça, encore une fois, ça sera détaillé de manière bien plus importante sur le deuxième webinaire. Idem, hein, même remarque, là, il y a beaucoup de logiciels sur le marché qui font ce genre de choses, que ce soit des logiciels éléments finis magnétiques, que vous connaissez certainement, des logiciels également analytiques. Et bien sûr, les recommandations, bah, c'est la qualité des données d'entrée. Et puis après, il y a une vraie valeur ajoutée, là, pour le coup, sur l'analyse de ces excitations. Pour comprendre les phénomènes dans les machines électriques, on est vraiment obligé de s'intéresser là à la distribution spatiale et aux fréquences qui sont contenues dans ce genre d'excitation. Ça, c'est un point clé. Côté comportement dynamique, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, on est sur des structures assez complexes. Donc là, il y a un vrai travail à faire également de capitalisation autour des règles de modélisation pour les bobinages, les résines, les assemblages. C'est le point principal. Et puis, il y a le point essentiel qui est l'utilisation d'un outil de projection, alors ce que nous on a appelé Mapping Tool, pour projeter ces efforts magnétiques sur des modèles éléments finis mécaniques. Donc ça, il y a des choses qui commencent à apparaître également dans les solutions proposées par la plupart des éditeurs de soft. Après là-dessus, il y a un vrai savoir-faire dans l'analyse et aussi dans les détails de projection qui ont leur importance. Et puis là, on est un peu plus confiant, je dirais, sur ce qu'on peut obtenir. Souvent, on arrive à avoir des prévisions plutôt très correctes sur les niveaux vibratoires des machines, hein, quand on compare du calcul et de la mesure. Si on a fait un effort intéressant sur les modèles, on arrive à de très bonnes prévisions. Voilà. Donc là, j'ai mis un ordre de grandeur de plus ou moins 2 dB entre le calcul et la mesure. Et pour terminer, quelques mots sur les essais concernant les systèmes d'engrenage. Les outils qu'on a à disposition. Alors, l'erreur de transmission, c'est quelque chose qui est mesurable. L'excitation au niveau des engrenages, c'est quelque chose qui est mesurable, avec des outils comme des codeurs et avec des protocoles d'essai adaptés. C'est quand même des mesures assez avancées, on va dire. En tout cas, il faut les faire avec pas mal de précautions pour avoir des résultats fiables.
D'un point de vue comportement, dynamique, des carters, bon là on est sur de la vibroacoustique classique, hein, c'est des choses qu'on est capable d'obtenir avec des analyses modales expérimentales. Pour la partie vraiment driveline, enfin chaîne de transmission, ça peut être un peu plus complexe parce que ça nécessite des instrumentations internes au système, mais c'est tout à fait faisable. Et puis ensuite, ben, sur la réponse dynamique, alors là, tout est possible. On peut faire beaucoup de choses. On peut mesurer des pressions acoustiques, des puissances acoustiques, on peut faire des cartographies acoustiques, on peut mesurer des vibrations sur la peau, on peut mesurer des vibrations internes également dans les machines, et puis également avoir des déformés opérationnels. Et si on regarde la même chose côté moteur électrique, donc l'excitation, malheureusement, d'un point de vue expérimental, on a accès à très peu de choses, voire à rien du tout, sur la pression de Maxwell. Pourquoi? Parce que celle qui nous intéresse, elle est à l'entrefer de la machine, donc entre le rotor et le stator. Et souvent, cet espace-là, c'est un espace qui fait moins d'1 millimètre. Et du coup, on ne peut pas aller y insérer des capteurs qui nous permettraient de mesurer les caractéristiques de la pression de Maxwell. Donc là, en termes expérimentaux, on est assez aveugle sur cette partie. Côté stator et rotor, bon là, pareil, on peut faire des analyses modales expérimentales pour après améliorer nos modèles. Hein. Donc là, c'est possible de faire ça sur sur tous les composants de la machine sans aucun problème. C'est des méthodes, encore une fois, classiques. Et puis, au niveau de la réponse dynamique, ça ne change pas grand-chose, que ce soit un moteur électrique ou un système d'engrenage ou un système complet. Hein. Là, tout est accessible. Je vous ai là mis un exemple de choses qu'on fait également, ce qui sont des localisations expérimentales de sources acoustiques sur des systèmes complets, intégrant des arbres, des moteurs électriques, des réducteurs. Voilà, donc c'est des méthodes assez nouvelles qui permettent de localiser les sources et puis après de les traiter. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire de présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Sylvestre. Du coup, justement sur cette séquence, cette première session là, qui est plutôt les enjeux, les applications, etc. Bon, à un moment, tu as un petit peu répondu sur les applications auto, aéro, un peu plus industrielles. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ce qui est la taille des machines, donc moteurs ou réducteurs, et aussi les matériaux? Typiquement du réducteur, on peut penser, je sais pas, à du plastique, etc. Du coup, le but là sur tous ces webinaires, c'est quelles vont être les limites en fait de tout ce dont on va discuter? Alors, je dirais que les phénomènes sont les mêmes, hein, quelle que soit la taille du système ou son application. Après, ça va être les contraintes. Hein. Par exemple, en automobile, il y a une contrainte forte sur l'aspect grande série. Donc ça va tout de suite mettre un poids très important sur tout ce qui est maîtrise des process, de la fabrication et d'assemblage. Sur les matériaux, oui, en effet, un engrenage plastique ne va pas se comporter de la même façon qu'un engrenage métallique. Alors ça, c'est des choses qu'on a commencé à développer. Hein. Aujourd'hui, on est capable de simuler, par exemple, des engrenages plastiques dans des actuateurs. C'est des choses qui sont faisables. Et puis après, il y a les contraintes classiques, hein, qui sont les contraintes de coût, hein, bien sûr, liées au développement de l'application. Et puis finalement, après, ça va dépendre aussi le domaine d'application va mettre aussi le poids sur la prestation acoustique et vibration. Il y a des domaines dans lesquels elle va être très importante parce qu'elle touche directement le consommateur final, hein, et c'est un critère différenciant. Et puis d'autres systèmes sur lesquels ça va être beaucoup moins sensible. Donc voilà, si je peux résumer les grandes différences. D'accord, ok. Et après, on a une deuxième question. Bon, après, je pense que tu y as répondu là, parce qu'elle est arrivée avant que tu passes le slide. Quel essai et mesure réalisée pour corréler la pression de Maxwell
ou les efforts électromagnétiques radio. Oui, bah, c'est ce qu'on a évoqué ici, hein, sur la dernière diapo, en effet. Donc ça, c'est un des points qui est assez compliqué. On ne peut pas avoir, d'un point de vue expérimental, le détail. Ce qui va nous intéresser vraiment en acoustique, hein, ça va être le détail de la distribution des pressions de Maxwell dans l'entrefer. Donc il faudra être capable d'aller mettre des capteurs tout autour de l'entrefer, ce qui est techniquement très difficile. Après, on peut avoir accès à des efforts qu'on va qualifier d'équivalents par des méthodes avancées vibroacoustiques, notamment ce qu'on appelle les méthodes inverses, hein, où on peut aller chercher des indicateurs plutôt macro, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir vraiment la distribution de la pression dans l'atmosphère, mais on va pouvoir déterminer, associer une amplitude à une fréquence d'excitation, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, du coup, si j'ai bien suivi, en gros, là, tu nous montres un petit peu, du coup, la vue globale. Donc, pour en savoir plus sur chaque thématique, en gros, il faut s'inscrire au webinaire suivant, quoi. Ouais, j'ai peut-être généré de la frustration, mais l'idée c'était vraiment de poser le sujet et puis après de essayer de vous orienter aussi sur les webinaires qui pourraient être intéressants pour vous. Je les ai mis ici, hein, donc le 24 juin, c'est la semaine prochaine. Il y aura un webinaire sur vraiment l'acoustique des moteurs électriques, donc on ira plus dans le détail sur la phénoménologie là. Et puis il y aura le même le jour d'après sur le système d'engrenage, qui sera animé par notre spécialiste Alexandre Carbonelli. Et puis début juillet, il y aura un webinaire sur les méthodes d'optimisation. Donc là, c'est plutôt les approches, on va dire, multiphysiques, intégrant l'acoustique. Et puis le 2 juillet, on fera quelque chose de spécifique autour de l'intégration de ces systèmes-là dans des applications ou dans des structures. Voilà.